En 1890, pousser la porte d'une librairie parisienne, c'est franchir une frontière invisible. De l'extérieur, la ville assaille l'essence. Le fracas des roues cerclées de fer sur les pavés, les cris des marchands ambulants, l'odeur âcre du crottin et du charbon. À l'intérieur, le temps semble soudain se figer, suspendu dans une atmosphère feutrée, dominé par le silence et l'odeur caractéristique du papier, de l'encre d'imprimerie et de la colle. C'est un sanctuaire dédié à l'écrit. À une époque où le livre est le vecteur suprême de la connaissance, du divertissement et des idées politiques. Paris, capitale littéraire du monde, compte alors des centaines de librairies, depuis les échoppes poussiéreuses du quartier latin, jusqu'aux vitrines élégantes des grands boulevards et des passages couverts de la rive droite. La journée d'un libraire commence tôt, souvent en même temps que celle des commerces de bouche, bien que sa clientèle soit plus tardive. L'ouverture de la boutique est un rituel physique. Il faut retirer les lourds volets de bois qui protègent la devanture durant la nuit. Ces volets sont souvent renforcés de barres de fer, car le livre, s'il est un objet de l'esprit, est aussi une marchandise précieuse. Une fois la lumière du jour admise dans l'espace, la première tâche est la lutte contre l'ennemi juré du libraire, la poussière. Dans un Paris chauffé au charbon, une fine suie noire s'infiltre partout, se déposant sur la tranche des volumes et sur les comptoirs. Le commis, souvent un jeune homme en apprentissage, passe le plumeau avec une délicatesse calculée, veillant à ne pas abîmer les couvertures fragiles. L'espace de la librairie en 1890 est saturé de matière. Contrairement aux espaces épurés modernes, ici, le vide n'existe pas. Les murs sont tapissés de rayonnage en bois sombre qui montent jusqu'au plafond. Pour atteindre les ouvrages situés en hauteur, on utilise des échelles coulissantes en bois, dont le roulement discret sur leur rail de laiton est l'un des rares bruits qui troublent le calme ambiant. Au centre de la pièce, de grandes tables, souvent couvertes de feutre vert ou bordeaux, croulent sous les piles de nouveautés. Il n'y a pas de libre-service au sens moderne. Le client ne se sert pas toujours seul. Il déambule, observe, mais c'est le libraire qui officie comme médiateur, saisissant l'ouvrage désiré pour le présenter. L'objet livre lui-même a une physionomie particulière en cette fin de siècle. Si les belles reliures en cuir, dorées au fer, existent pour les ouvrages de luxe ou les classiques, la majorité des livres vendus sont des volumes brochés. Ils se présentent sous la célèbre couverture jaune paille, devenue l'emblème de la littérature française populaire et bourgeoise. Ces livres ont une particularité qui dicte un geste oublié. Ils sont vendus non coupés. Les pages sont reliées par le pli de l'imprimerie. L'acheteur ne peut pas lire le livre immédiatement en sortant de la boutique. Il devra, une fois chez lui, s'armer d'un coupe-papier, objet usuel présent sur tous les bureaux de l'époque, pour libérer chaque page. Ce rituel crée un lien physique, presque intime, entre le lecteur et l'objet, une lenteur imposée dans la consommation du texte. La matinée est souvent consacrée à la gestion et à la logistique. Le sceau de ruisseau, le jeune garçon de course, arrive avec les ballots livrés par les éditeurs. En 1890, l'édition française est une industrie puissante. Les maisons comme Hachette, Kallman Levy ou Hetzel inondent le marché. Le libraire doit trier les arrivages, vérifier les commandes et préparer les retours des invendus. C'est un travail de manutention lourde. Les livres pèsent, le papier est dense. On compte les exemplaires, on vérifie l'état des couvertures. Le libraire passe une partie de sa matinée à son bureau, souvent situé dans une arrière-boutique légèrement surélevée ou au fond du magasin, d'où il peut surveiller l'entrée tout en tenant ses comptes à la plume dans de grands registres. Le chauffage de la librairie est une affaire délicate. On ne peut pas trop chauffer, car la chaleur sèche fait craquer les colles et gondoler le papier. Souvent, un petit poêle en fonte ronronne dans un coin, alimenté au charbon ou au coke. Mais la température reste fraîche. Les libraires et les commis travaillent souvent en gardant leurs vestons, voire des mitaines pour ceux qui manipulent les livres rares dans les réserves non chauffées. Cette fraîcheur participe à la conservation des ouvrages et maintient une atmosphère d'austérité studieuse. Vers 11h ou midi, les premiers véritables clients font leur apparition. La clientèle varie considérablement selon le quartier. Près de la Sorbonne, ce sont les étudiants et les professeurs. L'étudiant de 1890 est souvent sans le sou. Il cherche le manuel d'occasion, le traité de droit ou de médecine qui a déjà servi à plusieurs générations. Il feuillette longuement, hésite, compte sa monnaie. Le libraire du quartier latin est souvent un personnage érudit, parfois un peu bourru, qui connaît les programmes universitaires par cœur et sait conseiller l'édition la moins chère mais la plus fiable. Il règne dans ses boutiques une odeur de vieux papier, de poussière sédimentée, bien différente de l'odeur d'encre fraîche des librairies de nouveautés. Sur les boulevards de la rive droite, la clientèle est plus mondaine. C'est le domaine du flâneur et de la bourgeoise. On vient chercher le dernier roman de Zola, de Maupassant ou de Daudet. Ces sorties littéraires sont des événements. Lorsqu'un auteur célèbre publie,
Les piles de volumes jaunes s'élèvent en véritables tours instables sur les tables. Les dames, vêtues de robes à tournure et chapeautées, entrent pour demander conseil. Le libraire se fait alors homme du monde. Il doit connaître les critiques parues dans les journaux du matin, Le Figaro, Le Gaulois, pour pouvoir en discuter. La conversation est une part essentielle du commerce. On parle de la morale du livre, de son style, des scandales qu'il suscite. La librairie est un salon miniature où s'échangent les opinions autant que les marchandises. L'après-midi voit souvent passer le bibliophile. C'est un client redouté et respecté. Souvent un homme d'âge mûr, collectionneur maniaque, il est à la recherche de la perle rare. Une édition originale, une reliure armoriée, un incunable. Il ne regarde pas le texte, il regarde l'objet. Il sort sa loupe de sa poche, examine la page de titre, vérifie la présence des gravures, traque les rousseurs ou les traces de verre. Avec lui, le temps s'arrête totalement. Le marchandage est un rituel obligé, courtois mais ferme, qui peut durer 1 heure. Le libraire doit faire preuve de psychologie et d'une immense culture bibliographique pour tenir tête à ces passionnés qui connaissent parfois mieux le catalogue que lui. Il ne faut pas oublier la presse. Beaucoup de librairies font aussi office de papeterie et de marchands de journaux. Tout au long de la journée, on vient acheter son quotidien. La presse en 1890 est à son apogée, tirant à des millions d'exemplaires. Les clients entrent en coup de vent, jettent une pièce de monnaie sur le comptoir, attrapent leur journal politique et repartent. C'est le seul moment où le rythme s'accélère, apportant un peu de la frénésie extérieure dans le calme de la boutique. L'éclairage joue un rôle crucial dans l'ambiance de la boutique. En hiver ou par temps gris, la lumière naturelle ne suffit pas à éclairer les titres au fond des rayons. En 1890, le gaz est encore la norme. Le soir approchant, le commis procède à l'allumage des becs de gaz. La lumière jaune, un peu vacillante, change la physionomie des lieux. Les ombres s'allongent, les dorures des reliures scintillent doucement. Cependant, le gaz a ses défauts. Il dégage de la chaleur, consomme l'oxygène et produit des vapeurs qui, à la longue, abîment le cuir des livres. Dans les librairies les plus modernes et luxueuses, on commence à voir apparaître l'électricité, avec ses ampoules à filament de carbone qui donnent une lumière plus stable et moins dangereuse pour les collections. Mais cela reste un signe de grande modernité. La librairie est aussi un lieu de silence social. On y parle à voix basse, comme dans une église. C'est un refuge pour les timides, pour ceux qui cherchent à s'évader de la réalité matérielle. On y voit parfois des lecteurs qui ne peuvent pas acheter, qui viennent lire quelques pages debout, jour après jour. Le libraire bienveillant ferme souvent les yeux, laissant l'étudiant ou l'ouvrier autodidacte voler un peu de lecture, tant que les pages ne sont pas salies. Dans l'arrière-boutique, l'activité ne cesse pas. C'est là que se font les paquets. L'art de l'emballage est pris très au sérieux. Le livre acheté est enveloppé dans du papier kraft solide, ficelé avec une dextérité de marin. On y glisse parfois un catalogue des nouveautés ou un signet publicitaire. Pour les clients importants, la librairie propose la livraison à domicile. Le garçon de course repartira le soir, sa sacoche en cuir chargée, pour porter les volumes dans les beaux appartements des étages nobles. La fin de l'après-midi marque souvent un regain d'activité. Les gens sortent des bureaux, les femmes terminent leurs courses. La librairie devient un lieu de rendez-vous informel. On s'y retrouve avant d'aller au café ou au théâtre. On feuillette les revues illustrées, comme l'Illustration, qui permettent de voir le monde en gravure. C'est une fenêtre ouverte sur l'actualité coloniale, les inventions techniques ou les modes. La gestion des stocks est un casse-tête permanent. Sans informatique, tout est mémoire et papier. Le libraire doit se souvenir de l'emplacement de milliers de titres. Il utilise des fiches cartonnées, rangées dans des boîtes en bois. Lorsqu'un livre est vendu, il faut le noter pour le recommander. La correspondance commerciale occupe une bonne partie de la fin de journée. Le libraire rédige des lettres aux éditeurs pour réclamer des ouvrages manquants ou se plaindre des retards. Il écrit à la plume, d'une belle écriture calligraphiée, trempant sa plume dans l'encrier de porcelaine. L'argent liquide circule de main en main. Il n'y a pas de caisse enregistreuse automatique. Les pièces d'or, d'argent et de bronze, ainsi que les billets de banque, sont rangés dans un tiroir-caisse sous le comptoir, souvent équipé d'une petite sonnette pour prévenir des ouvertures intempestives. Le soir, le comptage de la caisse est un moment solennel. On aligne les piles de pièces, on vérifie que le total correspond aux ventes notées sur le main courante. Vers 19h, ou plus tard selon le quartier, l'heure de la fermeture approche. La rue commence à se vider ou au contraire à s'animer d'une autre vie, celle des spectacles. Pour le libraire, c'est le moment de la clôture. On rentre les étalages qui auraient pu être sortis sur le trottoir. On remet les volets. Le bruit des barres de fer et du bois qui claquent signale à la ville que le temple du savoir ferme ses portes. Mais une fois la porte verrouillée, il arrive que le libraire reste encore. Dans le silence absolu de la boutique close, à la lueur d'une unique lampe, il s'adonne à son privilège. Il lit,
Il coupe les pages d'une nouveauté reçue le matin même, sentant l'odeur de l'encre fraîche. C'est dans ces instants de solitude que se noue la relation passionnelle entre le marchand et sa marchandise. Il n'est plus commerçant, il redevient lecteur. Il y a aussi l'activité de l'atelier, si la librairie propose la reliure. Dans un coin ou à l'étage, des artisans travaillent en le cuir et la percaline. L'odeur de la colle d'os chauffée au bain-marie est prenante. On coude les cahiers, on rogne les tranches, on dore les titres. C'est un métier manuel de haute précision qui complète l'activité intellectuelle de la vente. Le bruit du marteau qui bat le dos du livre pour l'arrondir résonne parfois tard le soir. En 1890, la librairie est un maillon essentiel de la démocratie naissante. C'est là que se diffusent les idées républicaines, les découvertes scientifiques, mais aussi les contestations. Certains ouvrages sont vendus sous le manteau, discrètement, s'ils traitent de sujets trop posés ou politiquement sensibles. Le libraire est le gardien de ses secrets. Il sait à qui il peut proposer tel pamphlet ou tel ouvrage libertin, jugeant son client à son apparence et à sa conversation. La vie dans une librairie parisienne de cette époque est donc un mélange de commerce et de sacerdoce. C'est une vie lente, protégée de l'accélération du monde industriel, mais totalement connectée à la vie intellectuelle intense de la capitale. C'est un espace où l'on prend le temps de choisir, de discuter, de toucher. Alors que la nuit enveloppe Paris et que les réverbères au gaz tracent des lignes lumineuses dans les rues désertes, la librairie dort. Les milliers de pages serrées les unes contre les autres sur les étagères contiennent les rêves, les savoirs et les histoires de l'humanité, attendant patiemment le retour du jour et la main qui viendra les saisir. Dans l'obscurité, l'odeur du papier semble s'intensifier, promesse silencieuse d'évasion pour le lendemain. C'est un monde en soi, statique en apparence, mais bouillonnant d'idées à l'intérieur, un petit îlot de calme et de culture au cœur du tumulte parisien de la Belle Époque.